Bienvenue dans l'Europe et vous, votre rendez-vous Sudinfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Au programme de ce 5e numéro, la dure réalité des travailleurs des plateformes numériques et les nouvelles règles qui régulent le web. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly. Facebook, Google, Netflix, Uber, Deliveroo, ces plateformes numériques font désormais partie intégrante de votre quotidien, avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Le Parlement européen a pris toute une série de mesures pour créer un environnement en ligne plus sûr, plus équitable et plus transparent, pour vous consommateurs, mais aussi pour les travailleurs de ces plateformes. Pour en discuter avec nous, Marc Botenga. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et membre du groupe parlementaire de la gauche. On va débuter cette interview avec la réalité des travailleurs de ces plateformes numériques, un sujet qui vous tient à cœur. Quelle est la problématique de départ ? Les travailleurs des plateformes numériques, on sait de qui on parle. Par exemple, les riders, comme on dit, c'est l'exemple type. Donc les riders, c'est des gens qui vous ramènent, notamment pendant le Covid, la période Covid, tout le monde était confiné. Les gens qui venaient chez vous amener un repas, voilà, c'est les riders, comme on dit, et travaillent pour des plateformes numériques. On a cité Uber Eats, Deliveroo, il y en a différentes. Bon, ces gens-là font un vrai travail. C'est un travail qui est souvent régi, dominé par l'algorithme de cette plateforme. Donc, ils ont un choix ou quasi pas de choix, ce qu'ils font, où ils vont, etc. Or, souvent, dans la pratique, ils n'ont pas de droits, les mêmes droits qu'un salarié normal. Alors, ils sont considérés comme indépendants. Et ça a toute une série de conséquences. La conséquence, par exemple, qu'ils n'ont pas droit au congé payé, qu'ils n'ont pas droit même à l'assurance maladie, ou qu'ils doivent acheter eux-mêmes leur propre matériel. Donc, en fait, cette plateforme-là, qui régit quand même leur vie, leur travail, fait de eux des salariés non reconnus. Et donc l'idée c'était, comme on a eu des incidents terribles avec des gens non seulement qui reçoivent des salaires de misère, mais surtout aussi qui, quand il y a un accident, ne sont pas assurés. Donc on a vu toute une série de pratiques d'exploitation vraiment fortes à travers l'Europe. Quand on parle de salaire de misère, par exemple... ça peut être de tout, parce que par exemple, ça dépend des plateformes, ça peut être quelques euros, je dirais l'heure, mais le problème c'est qu'en fait on est passé par course, un paiement par course, un certain moment. Par course, ça veut dire quoi ? Avec un rendement complètement fou. Oui, avec un rendement où je lisais encore dans la presse un rider qui devait traverser tout Milan, donc la ville de Milan, l'Italie du Nord, avec une pizza qui évidemment ça n'a pas de sens déjà parce que la pizza elle arrive froide, surtout quand c'est une pizza italienne, vous aimez bien, mais surtout pour le rider, donc qui est payé très peu pour sa course. Et qui, lui, en plus, il arrive, il n'a pas le produit, enfin, le client n'a pas le produit. Il y a des aberrations comme ça, mais il y a aussi eu des victimes, des personnes renversées dans des accidents de voiture, etc. Donc, il y a eu toute une série de problématiques. Et en fait, les travailleurs même se sont mobilisés dans des collectifs, à Bruxelles, à Paris, je disais Milan, mais toute une série de villes en Europe, pour dire... Voilà, ce Far West, cette jungle, on n'en veut plus, on veut avoir une protection. Si on travaille comme des salariés, ça veut dire pour une entreprise, on doit aussi avoir droit à la protection sociale ou à laquelle a droit un salarié. Et ça, cette pression-là, avec les syndicats, a porté en fait à un résultat. Parce que la Commission européenne a dit, oui, ok, on va faire une proposition. On va faire une proposition de loi européenne, une directive. C'était pas gagné, parce que les grandes plateformes ont fait un lobbying vraiment incroyable, en disant non, mais il faut pas de directive, ne vous inquiétez pas. Et ils ont fait un lobbying aussi en disant oui, mais peut-être qu'on doit créer un troisième statut. Vous savez, aujourd'hui, il y a grosso modo 2 statuts. Il y a le statut de salarié, où il y a de travailleurs salariés. Et indépendants. Et indépendants. Et donc l'idée des plateformes, c'était oui, mais si on peut faire un truc un peu hybride, il y a eu des forces politiques aussi qui ont discuté au sein de la Commission européenne, un peu hybride, comme ça on ne donne pas trop de droits à ces travailleurs. Ce qui a été important, c'est que grâce à la mobilisation, grâce à la pression, on a pu établir aussi au niveau du Parlement européen que non. Soit vous êtes salarié, soit vous avez toutes les conditions, vous répondez aux exigences légales pour être un travailleur salarié avec toutes les protections, soit vous êtes indépendant. On ne va pas créer un statut qui finalement va un peu défaire... Pas de statut hybride. Pas de statut hybride, donc un statut soit de salarié, soit indépendant. Donc ça permet évidemment, et ça c'était la deuxième lutte, de dire comment est-ce que les travailleurs de ces plateformes qui effectivement
sont dans une relation hiérarchique, parce que c'est ça la question. Est-ce que oui ou non vous recevez des ordres, est-ce que vous êtes dans une relation hiérarchique par rapport à la plateforme, par rapport à l'algorithme, hein? Comment est-ce qu'on va les qualifier de salariés et garantir cette protection? Donc ça, c'était un peu l'enjeu de la lutte. Et là, on est venu, les travailleurs eux-mêmes sont venus, les syndicats l'ont porté, nous on l'a porté au sein du Parlement européen. L'idée d'avoir une supposition, l'hypothèse que automatiquement, sauf preuve du contraire, vous êtes considéré comme salarié. Parce que ces algorithmes fonctionnent d'une telle manière, hein, comme je disais, elles régissent vraiment votre vie professionnelle, elles vous disent où aller, quand aller. Souvent, les travailleurs n'ont pas le droit de refuser une course parce qu'ils se font alors exclure, etc. Donc, c'est-à-dire, d'office, vous allez être salarié. Or, si jamais, dans la pratique, dans la réalité, vous êtes vraiment indépendant, hein, vous voulez être indépendant, parce qu'il y a des gens qui veulent être indépendants, qui veulent le faire comme avec un véritable statut d'indépendant. Évidemment, ce statut de salarié peut être irréfutable. Hein. Mais on va partir de la grande majorité des travailleurs, on parle quand même de 28 millions de travailleurs concernés aujourd'hui en Europe, donc c'est pas, en Union européenne, c'est pas peu. Donc pour la grande masse, on va partir de cette supposition, de cette hypothèse de salariat. Pour tous ces travailleurs qui nous écoutent, qui nous regardent là maintenant et qui travaillent dans ces plateformes numériques, concrètement, ils vont devoir faire quoi en fait? Tout va se faire... Non, oui, alors il y aura une requalification. Donc pour eux-mêmes, ce qui va surtout changer, c'est que, et je dis ce qui va changer, mais en fait ce qui devrait changer, parce que soulignons que ça a été la position du Parlement européen dans laquelle, grâce à la mobilisation, on a pu peser beaucoup. La Commission européenne, aussi sous pression, était venue avec une proposition moins bonne, mais quand même avec certains principes sur lesquels on a pu travailler. Et ça, c'était grâce à la pression qui a été organisée par les travailleurs du secteur même, face au lobbying de Uber. Ça, c'est vraiment important, mais... Malheureusement, ça c'est un peu la particularité du système démocratique européen, pour ainsi dire, c'est que c'est pas parce que le Parlement européen vote un truc que c'est forcément la loi. Donc maintenant, il y a encore les négociations qui sont en cours entre le Parlement européen avec sa position, qui est une bonne position, on aurait amélioré des choses, mais qui est une bonne position qui peut améliorer vraiment le droit des travailleurs du secteur, avec le Conseil, qui lui représente les gouvernements, les États membres. Et on sait que par exemple, au sein de ce Conseil, le gouvernement français est un des gouvernements qui essaye de saper ce système, qui essaye d'affaiblir en fait la protection des travailleurs que demande le Parlement européen. Et donc beaucoup va dépendre de ce rapport de force et du résultat des trilogues, on appelle ça. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue à trois. Donc il y a Parlement européen, Commission européenne et Conseil. Et donc on appelle ça trilogue, pour ne pas c'est un dialogue à trois institutions. Beaucoup va dépendre de ça. Et donc là, la mobilisation sera encore essentielle. Pas seulement en Belgique, pour la position du gouvernement belge, mais aussi en France, où les mobilisations, d'ailleurs, on voit que sur la question des retraites et des pensions, que les syndicats et les travailleurs ont une capacité de mobilisation. Ce sera essentiel parce que sinon, j'ai peur que, encore une fois, en fin de route, en fait, cette proposition serait complètement affaiblie ou vidée en fait de la substance essentielle. Et la substance essentielle, pour moi, c'est cette idée automatique de requalifier. Et c'est pour ça que c'est pas le travailleur, c'est très important, c'est pas le travailleur qui devra lui-même ou elle-même faire la démarche. Ce sera quelque chose qui sera automatique dans la mesure où le gouvernement national prend les mesures nécessaires. Hein. Donc ça, c'est très important, parce que c'est justement, les plateformes auraient bien aimé que ça soit à chaque travailleur individuellement d'aller demander le statut. Parce que là, ça aurait été des procès, des procédures interminables, ça ne serait jamais fait. Il y a ce rapport de force entre institutions, mais il y a aussi ce rapport de force avec ces mastodontes, hein, Uber, Deliveroo. Est-ce que c'est pas utopique aussi de penser à un moment donné que ces mastodontes vont mettre en application ces règles européennes si elles voient le jour? C'est une bonne question. Moi, je pense que comme il y a une loi, il y aura une loi, on a quand même l'ambition que les grandes multinationales respectent la loi aussi. Il n'y a pas de raison que ça soit... c'est la même chose avec les impôts. Nous, on paye tous nos impôts, mais ces grandes multinationales, notamment du secteur numérique, souvent, on n'en paye pas. Ou quasi pas. Et donc, la question ici, c'est effectivement faire appliquer la loi. Et c'est pour ça que ce serait important qu'une fois qu'il y a une règle européenne, qu'elle soit appliquée par les États, qu'elle soit imposée aux multinationales.
Et sinon, effectivement, il faudra aller au tribunal et faire condamner pour non-respect de la loi sociale. Mais ça vaut pour toutes les multinationales. Le droit social, le droit du travail doit être appliqué et doit être respecté. Mais c'est dingue, effectivement, je suis d'accord avec vous, hein, c'est le fait de devoir même discuter de est-ce que ces grandes plateformes vont vouloir respecter la loi, c'est quand même dingue. Ça devrait aller de soi. Alors l'idée sous-jacente également de cette proposition, c'est aussi d'aider les PME, parce qu'on parle de mastodontes, mais il y a aussi les PME. Oui, il y a des PME dans le secteur qui essayent. Donc l'idée, c'est d'un peu casser, si on veut, aussi le monopole. Donc aujourd'hui, vous savez, mais pas que, je ne veux pas parler alors que des plateformes, disons Deliveroo ou Uber, évidemment que c'est des plateformes qui ont une position quasi monopolistique souvent, hein, avec quelques concurrents qui dominent quand même largement le marché. Mais il y a évidemment dans le secteur numérique, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Bon, on a les GAFAM qui sont les grands, hein, Google, Amazon, Facebook, etc. Mais il y a aussi des nouveaux qui essayent de s'incruster, pour ainsi dire, afin d'avoir une place dans le marché et qui aujourd'hui souvent sont écrasés. Et c'est pour ça que la directive sur les droits des travailleurs des plateformes, en fait, vise surtout la protection des travailleurs. Donc on est parti de là. Mais on a d'autres règles qui voient le jour, qui ont vu le jour, qui regardent le marché, si on veut, du numérique. Hein, donc de tous les services numériques. Et donc là, ça va, comme je disais, ça inclut tous les GAFAM, surtout les entreprises américaines d'ailleurs, qui aujourd'hui dominent le secteur. Et c'est là effectivement que là joue la question, par exemple, est-ce que vous, en tant que petite entreprise, vous pourriez lancer un nouveau WhatsApp ? Est-ce que vous auriez la capacité, la possibilité de, dans ce monde de géants dominé par, je sais pas, WhatsApp, Signal, Telegram, de lancer votre ou pas? Et donc ça, c'est l'enjeu central, disons, aujourd'hui, des autres textes, des autres lois européennes, pour dire, est-ce qu'on permet toujours, au sein de l'Europe, d'avoir une domination de ces 5-6 entreprises multinationales américaines? Alors l'autre sujet de ce 5e podcast L'Europe et vous, c'est la loi sur les services numériques. Alors pendant de nombreuses années, les géants de la technologie ont bénéficié d'une absence de règles claires. Le monde numérique s'est même transformé en une sorte de Far West, je pense qu'on peut dire ça comme ça, où les plus grands et les plus forts fixaient leurs propres règles. Alors tout ça devrait changer avec cette fameuse loi sur les services numériques. Que contient cette loi ? Alors il y a 2 lois. Comme je disais, donc l'idée était de réglementer un peu le secteur. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur d'abord qui est dominé par des géants américains. Je le citais tout à l'heure, Google, Amazon, Facebook, Microsoft évidemment que tout le monde connaît et Apple. L'idée c'est de voir, ou l'idée était, voilà, maintenant c'est un Far West. Au niveau des algorithmes, qu'est-ce que vous voyez sur Internet, qu'est-ce que vous voyez sur les plateformes, combien de fois est-ce que vous devez cliquer sur oui, j'accepte les cookies, les conditions générales, non, je veux pas de notification, oui, j'en veux, enfin, soit. Donc, il y a toute une série aussi. Respect de la loi, la vie privée aussi. La vie privée, voilà. Et comment on essaye aussi de vous arnaquer. Parce qu'on voit bien, quand il faut sélectionner les cookies, il y a toujours en vert, alors tout accepté, puis en petit, non, je veux sélectionner mes préférences, puis ça vous. Enfin, soit tout est fait, en fait, pour vous induire à donner le plus de données. Bon. Donc ici, la loi était les 2 lois européennes devraient servir à un peu casser ce modèle. Hein. Donc en mettant des règles. Malheureusement, on n'y est arrivé qu'à moitié. Je vais être honnête, cette loi est très loin d'être parfaite parce qu'elle laisse énormément de pouvoir. Il faut bien un début. GAFA. Il faut un début, donc dans ce sens-là, c'est positif qu'il y ait finalement une initiative européenne, mais on va quand même regretter que même face à des géants du secteur dont il n'y en a aucun qui est européen, on n'arrive pas à aller plus loin, on n'arrive pas vraiment à, par exemple, ouvrir les algorithmes, à vraiment dire il y a une transparence supérieure qui est demandée, et c'est très bien. On n'arrive pas vraiment à dire, voilà, oui, évidemment, il y aura tout ce qui est illégal dans la vraie vie, disons, en réalité, devrait l'être aussi en ligne, donc c'est très bien. Mais en fait, il y a très peu d'argent qui est demandé à ces plateformes pour financer une entité de contrôle, et vous savez bien que sans contrôle, même la meilleure loi ne vaut rien. Donc il y a une série de problèmes. Mais ce qui est positif, c'est qu'effectivement, pour la première fois, on essaye un peu d'ouvrir ça. Et notamment, on parlait des PME sur un autre WhatsApp. Un enjeu central, c'est l'interopérabilité. Donc c'est un mot qui est compliqué, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si moi je suis sur WhatsApp, est-ce que je peux partager un truc sur Facebook ou pas ? Donc en gros, est-ce que je peux, entre les deux, des services de Messenger, etc., est-ce que ça fonctionne ensemble, inter-plateforme ? Et donc ça a été un enjeu, et on va dans le bon sens, mais malheureusement, je crains que les règles aujourd'hui comme elles sont
verrouille quand même encore les monopoles de ces 5-6 grands acteurs, et que pour quelqu'un qui veut, ou pour une petite entreprise, une moyenne entreprise qui dit « je veux m'imposer par exemple » ou « je veux gagner une place dans le secteur numérique, avec mon système de Messenger, ça va être compliqué. » Donc ça, c'est un peu un problème. Et un deuxième problème, c'est quand même la censure. Donc, il y a ce qu'on appelle la clause du bon samaritain, qui impose aux entreprises de regarder elles-mêmes ce qui pourrait être illégal ou pas. Donc en soi, on peut dire, c'est bien parce qu'il ne doit pas y avoir de contenu illégal en ligne. Le problème, c'est qu'évidemment, si vous laissez ça à des entités privées, vous imaginez bien que ce que Elon Musk va considérer comme une incitation à la haine, ça ne sera pas ce que quelqu'un d'autre va... Et donc là, il y a un vrai problème. Je trouve qu'on laisse ce pouvoir, trop de pouvoir à ces multinationales à décider elles-mêmes ce qui devrait, oui ou non, avoir sa place sur Internet. Marc Botenga, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes député européen PTB et membre du groupe de la gauche. Prochain épisode d'Europe et vous, on vous parlera des crises énergétiques, sanitaires et économiques et comment l'Europe a réagi. Olivier Chastel, député européen MR, sera notre invité. Marc Botenga, encore merci à vous. Merci à vous. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly.